Les amis, bienvenue sur The Béjane Basket. J'espère que vous êtes en forme. Encore une bonne année. On ne sait pas quand ça sort, mais donc on vous le souhaite. On ne sait jamais. On est en pleine forme pour cette nouvelle année. On a parlé de beaucoup de choses. On a préparé beaucoup de podcasts qui seront évidemment disponibles sur YouTube et des extraits sur nos différents réseaux. On espère que vous allez bien. Sur les autres podcasts, on avait parlé plus de basket, NBA, etc. Là, ça y est, vous la connaissez maintenant. C'est la fameuse séquence belge. On est reparti. Troisième épisode. Déjà, ça va tellement vite. Si on rappelé, c'était quoi le premier épisode? J'ai un trou gigantesque. Ah oui, on avait fait un récap monumental de l'été. Le deuxième, c'était la NCAA féminine, plus Euroleague, etc. Ouais, et là, vous l'aurez a priori deviné. Si on a parlé des femmes, il faut bien qu'on parle des hommes par équité, même si on voudrait s'abstenir. Non, je plaisante, évidemment. On va parler de NCAA masculine. Ben non, vas-y, c'est une petite blague. Mais bon, on va parler de NCAA masculine, de jeunes et tutti quanti, mais globalement, on va se focus sur nos jeunes. Et ça va être ça. Alex, c'est bien ça? T'es bien chaud pour ce sujet? Ouais, petit tête-à-tête, là, mon ouais, mélo. petit tête-à-tête, j'aime bien. Absolument chaud pour le. Putain, on va se regarder dans le truc. Ouais. Ça va être. Il va y avoir de la passion. De la tension et tout, ça va être exceptionnel. Andreas, qui est juste ici en arrière-plan, voilà, il se fait un petit shout-out. On vous dira pas ce qu'il regarde parce que. Non, mais voilà, lui. Voilà, pas besoin de savoir, là on est sur donc la séquence belge, la chronique belge, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, nous on est là pour parler donc après la NCAA féminine, les hommes. Alex, c'était bien ça qu'on avait convenu. Absolument. Et a priori, on va faire un gros focus NCAA parce qu'on sait évidemment qu'a priori pour les jeunes, c'est peut-être l'expérience la plus formatrice actuellement, c'est de partir aux US s'entraîner, ou presque, et qu'on a pas mal de représentants, très honnêtement. Déjà, on avait vu au côté féminin lors de la dernière séquence belge, mais en fait, du côté masculin, il y en a de plus en plus également. Et pas des moindres, on va rentrer tout de suite dans le sujet, mais vraiment du très très lourd, n'est-ce pas? Mais ouais, effectivement. Et pas que, bien sûr. Aux trajectoires différentes, tout de même, oui. Hein. Faut le dire. Je ne sais pas si avant de directement... Non, tout ne se vaut pas, effectivement. Notamment, déjà parce que en fonction de l'université dans laquelle tu es, pour laquelle tu joues, et de la conférence NCAA dans laquelle tu te trouves, l'opposition, la mise en lumière et la mise en valeur des matchs et des performances n'est pas la même. Est-ce que tu veux commencer par ça avant qu'on drop des names? Faire un petit récap simplement, c'est quoi que tu veux faire? Genre une exposition de comment ça fonctionne? Je suis pas très sûr de ce que tu veux. Non, parce que ça, alors je vous renvoie vers l'extrait qu'on avait posté de l'interview qu'on avait fait avec Aubin Garetedze. Disponible sur YouTube à ce moment-là, parce que bon, sur Instagram il y était, mais il y a un nouveau compte, mais sur YouTube c'est toujours dispo l'interview entière, et donc vous pourrez la retrouver cet extrait très intéressant et très instructif. On apprécie cet échange entre Alex et Aubin Garetedze, qui est maintenant joueur du Humboldt United. Voilà tout. Donc voilà, et donc c'est simplement, c'était quoi le propos? Vas-y, lance-toi. Non, mais juste parce que on en avait parlé en off pour préparer l'émission. Toi, tu insistais dernièrement sur la catégorisation des conférences par rapport à l'exposition que ça donnait aux joueurs belges. Donc, il faut savoir qu'en NCAA, effectivement, il y a une certaine classification par rapport à la mise en lumière des matchs de certaines conférences, et principalement dans 4 conférences qu'on appelle les Power Conferences. Donc, pour les nommer, c'est le Big 10, Big 12, ACC et la SEC aussi. On en rajoute généralement une 5e qui est la Big East, dans laquelle joue Matthew Hodge, notamment avec Villanova. Et donc, puisque c'est lui que je nomme en premier, c'est lui qu'on va aller voir. Matthew Hodge, techniquement... Je me permets de te faire une micro vraiment coupure, c'est vraiment très rapide. En fait, simplement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a différents... Au sein de la NCAA, il ne faut pas le voir genre comme c'est une division 1. Il y a une division 2 en NCAA, là c'est la division 1, mais au sein de la division 1, il y a plein de subdivisions, et nous, on va se concentrer évidemment principalement sur les meilleures, du moins, parce que c'est celles qui couvrent le plus d'exposition, il y a le plus de niveaux. Après, on va essayer de... Et qui mettent le plus en valeur nos talents belges. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, et c'est pas une surprise de voir que techniquement, nos Belges qui performent le plus, ce sont nos Belges qui jouent dans ces universités et dans ces conférences-là. Bien sûr.
Et maintenant, je te laisse reprendre avec Matthew Hodge, très bon représentant. Exactement, Matthew Hodge, donc le grand frère de la fratrie Hodge, qui joue du côté de Villanova. Ce n'est pas sa première saison à l'université, c'est sa deuxième, mais il faut savoir que l'année dernière, il n'a pas joué pour des raisons administratives. On va pas revenir là-dessus, ni vous l'expliquer maintenant, parce que c'est compliqué. C'est un casse-tête. Voilà. Soit. Donc, Matthew, première saison effective sur le terrain des Wildcats. Qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, ça vaut 10,3 points, 4 rebonds, un bon pourcentage de 45,7%, bon pourcentage global. Alors que mon ordinateur lag, puisque Andreas occupe tout le Wi-Fi. Heureusement que nous, on enregistre en post-prod et c'est pas du live. Tu couperas un Gilo. Oui, a priori, si c'est un peu long. C'est moins long que l'attente du penalty, mais ça reste normal. Les Sénégalais sont rentrés au vestiaire, si j'ai bien vu le geste d'Andreas. C'est très, moi, je suis très satisfait de cela. Ouais, moi aussi. Il y a eu un goal refusé avec une faute inexistante juste avant par le Sénégal. Et un penalty désastreux. Il y a eu 2 phases. Ah, ok. Ah, bien sûr. Quelle surprise. Hein ? Mais non, mais après, c'est bizarre. C'est quoi que tu voulais voir ? Ma 5G. Je voulais juste avoir le game log de Matthew pour. Voir ses stats, c'est quoi ? Attends. Parce que moi, je crois que c'est juste. Tu veux voir quoi ? Ses stats sur ESPN, c'est quoi ? Voilà. Tu l'as ? Yes, sir. All right. Non, donc. Voilà, Matthew Hodge, deuxième année avec Villanova. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 10,3 points, 4 rebonds, un peu moins d'un assist, tout ça à 45,7%, 36% à 3 points, ce qui est assez propre. Dedans, on a aussi 0,6 blocs par match et 0,5 steals. Voilà, très honnêtement, Matthew, bonne première saison. Et puis surtout aussi... Même si j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup d'extraits de ces matchs, de ce que j'ai compris et de ce que je lis par ailleurs beaucoup sur lui et sur ses performances, c'est que c'est un gros ancrage défensif dans l'effectif de Villanova. Quelle taille ? Il est pas mal grand. C'est un 6'8", hein, donc il fait 2 mètres... 6'8", tu fais quoi ? Tu fais 2 mètres 8, quelque chose comme ça ? 2 mètres un peu... Je suis jamais très bon sur ce 2 genre mètres 8, de choses, 2 mètres 6, c'est quelque chose comme ça. Mais bref, même si on va dire voilà 10 points de moyenne pour sa première saison, c'est parce que parfois, ou en tout cas sur la première partie de saison, ça manquait un tout petit peu de régularité, avec parfois des gros pics de scoring, mais derrière des moins gros pics. Donc il a déjà scoré 18 points, 17 points à plusieurs reprises. Donc il est capable de passer cette barre des 15 points. Encore une fois, on l'a dit. Ouais, bien sûr, il a des tickets. Je pense que si tu regardes... dans l'effectif de Villanova, attends, faudrait voir, je sais. Regarder ça. Les tickets, il en a. Les statistiques, pardon. Déjà, c'est en termes de temps de jeu, c'est le 5e temps de jeu. 4e temps de jeu, pardon, de son équipe, avec près de 29 minutes par rencontre. Très bien, c'est chaud. Donc, très honnêtement, non, première partie de saison satisfaisante pour Matthew Hodge avec Villanova. La seule question, évidemment, qui reste en suspens, c'est de savoir si, étant donné que ils sont dans une conférence assez compétitive, est-ce que Villanova réussira à terminer en tête de sa conférence pour pouvoir participer à la March Madness ? Ça risque d'être un peu compliqué parce qu'ils ont à l'heure actuelle, selon les poules de ranking, UConn qui est en tête de la conférence, encore UConn, invaincu, et qui est la 3e meilleure université du pays dans les rankings actuels. Donc voilà, moi je pense pas que ce soit le plus important. Non, c'est pas impossible parce que ça va se jouer encore pendant un bon mois et demi, voire 2. Et donc voilà, non, très bonne saison et qu'il continue. Je ne sais pas si dans sa tête, dans son esprit, il veut
directement passer le step et espérer drafter l'année prochaine ou faire encore une autre saison pour confirmer tout son talent et tout le bien qu'on pense de lui. Mais voilà, Matthew Hodge, gros big up, c'est un de nos Belges qui représente fièrement la Belgique et qui porte haut nos couleurs. Petite dédicace à son frère qui en high school du côté de la Monteverde Academy s'est fait les croisés là récemment et donc saison terminée. Keep strong. Ouais, prends le temps, Jayden, de bien te soigner. Voilà, ta saison high school est terminée, mais donc on t'attend l'année prochaine du côté de Northwestern. Voilà. Vers le succès, ça va aller. Ouais, et lui aussi faisait une bonne saison. Bonne saison du côté de Monteverde Academy avec plus de 11 points. Plus de 11 points et 6 ou 7 rebonds là, je pense. Donc voilà. La fratrie Hodge, c'est une valeur sûre depuis quelques années et on attend de voir leur développement. Ouais, absolument. Ça, c'est très chaud. Je compléterais simplement en disant oui, Matthew, déjà, c'est un des joueurs belges qui était le plus attendu à NCAA. Déjà, Villanova, c'est quand même une très belle exposition. C'est une équipe historique. Donc là, Jalen Brunson, hein, bien sûr, on parle toujours les blagues, les Villanova Boys du côté des Knicks, c'est des connus pour etc. Une université formatrice de talent NBA, de talent tout court. Et oui, pour une première saison, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est Matthew Hodge à son gabarit. Et il a un gabarit NBA déjà. Franchement, niveau du poids, niveau des mensurations, on est là. Pour avoir vu les highlights de mi-saison qui commencent à sortir, les joueurs, je suis content qu'il y a d'autres gens qui font les highlights. J'ai pu un peu observer parce que j'avais pas trop. C'est dur de suivre vraiment tous les Belges, on va dire, à vraiment tous leurs matchs. J'ai vu qu'il y a une certaine rotation à 3 points. J'aime bien ça. Tu vois que ce côté vouloir faire du jeu extérieur et du jeu intérieur. Donc il y a une variété. Il y a les pourcentages qui peuvent encore monter, 40%. En fait, tu vois, justement, tu parlais de ce qu'il devrait faire une autre saison. Je me dis, il va falloir encore bosser beaucoup le shoot. Après, c'est pas facile, tu vois, il vient d'intégrer. Mais je pense qu'il faut encore progresser. 32%, 40%. En NBA, c'est typiquement un profil. On peut vite te dire, en fait, à part si tu es vraiment un top pick, est-ce qu'on va te dire, on va te laisser le temps de te développer comme tu veux. Donc, est-ce que tu prends une année en plus en te disant, je prends vraiment le temps et là, en fait, je fais un step-up statistique, pourcentage et je tape dans le radar, où je me dis, je profite du côté jeunesse pour marquer, mais est-ce que c'est profitable ? Là, c'est toute la question pour Matthew. Alors, il y a ça, et il y a autre chose, je dirais aussi, c'est que pour certaines nationalités, parfois, quand vient le moment de la draft, en fait, les GM et les franchises se laissent assez influencer par ce que sont capables de faire les joueurs de cette même nationalité déjà présents dans la ligue. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, on a quand même de la chance d'avoir deux beaux représentants que sont Toumani et Jay, qui commencent à mettre en lumière sur ce que peuvent donner en NBA des joueurs belges. Surtout que, les frères Hodge, ils sont rapidement partis aux États-Unis, tu vois. Donc, ils sont acclimatés à la culture basket ils sont américaine. Ils connaissent. Donc, la question se pose. Voilà, on attendra de voir la fin de saison et puis de voir ce qu'il décidera. Quoi qu'il en soit, encore une fois, très, très hâte de voir la suite. Très beau représentant, Villanova. Je ne vais pas aller directement à... il y a une tête de gondole, évidemment. Je vais peut-être te le laisser pour un peu plus tard. Je vais parler d'un joueur qui est là depuis quelques saisons en NCAA. C'est Allen Moukeba. Qui évidemment... a fait parler récemment par des très beaux highlights. Il est impressionnant. Il y a eu si vous n'avez pas vu, chez les Américains, ça a fait le tour. Ça a fait le tour. C'est Top ESPN, College, tout ça s'est passé. Vraiment un poster Tony Truant sur un joueur qui n'était pas du tout petit. Vous verrez, il a été bien écrasé devant Lugensdorf, qui était passé par Arizona State, qui est aussi une très belle université. Peut-être pas Bud Place Charleroi. Je vous fais un petit SO, vous qui commentez souvent par là. Il est né à Charleroi, notre ami Allen. Allen, c'est déjà sa 4e saison, donc c'est un autre profil par rapport à Matthew Hodge. C'est un joueur. C'est sa dernière saison en NCAA. C'est un joueur confirmé sur le circuit universitaire américain. Aussi, même en style de jeu tout à fait différent. Ouais, absolument. À l'intérieur, un beau bébé là aussi. Et puis surtout, même si c'est sa dernière année, en fait, c'est surtout la première année où il joue dans une université, dans une conférence, d'un certain standing, où il bénéficie d'une certaine visibilité. Exactement, oui. Exactement, on a vu que récemment il a passé la barre des 1000 points avec son université, donc on félicite cela. Mais c'est un joueur que je pense qu'on a de l'affection parce que
il faut aussi valoriser, on en parlait sur les NCAA féminines, qu'il faut valoriser ces joueurs qui n'ont pas le parcours de ces très prodiges, genre première saison auquel on peut penser. Maintenant, tout manier sur NBA. Et il y a ces joueurs aussi qui sont importants aussi dans la visite des Belges. Je veux dire, il y a différents parcours et on verra pour Allen. Je ne sais pas, est-ce que la NBA, c'est une porte difficile. Là, c'est 4,8 points, 46% au shoot, c'est peut-être un peu bas, surtout que c'est beaucoup à l'intérieur. Donc, c'est un joueur qui prend de l'espace. Je pense que c'est un joueur qui est intéressant défensivement, offensivement. Il y a un jeu qui peut être encore... Pour moi, il est capable d'augmenter plus avec son gabarit. Je crois qu'il est vraiment capable. Ouais, mais le truc, c'est qu'il ne bénéficie pas de beaucoup de temps de jeu, contrairement à la dernière avec Auckland. 15 minutes de jeu. Et ça s'explique tout simplement parce que à Arizona State, il est dans une conférence qui est plus dure. Et donc, la concurrence au sein de l'effectif d'Arizona State, dans cette Big 12 conférence, elle est plus impressionnante. C'est vrai que si tu compares aux dernières années, c'est sa moins bonne saison depuis 2 ans. Maintenant, voilà, je pense que s'il a attiré l'œil d'Arizona State et qu'il y a été, c'est qu'il y avait un intérêt mutuel. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement focus sur ses statistiques. Non, bien sûr. Quant à la suite, effectivement, je ne sais pas. Toi, tu parlais du parcours. Je vais vite faire une petite parenthèse parce qu'on en reparlera après. Oui. Mais c'est typiquement, je pense, le type de parcours que pourrait suivre un Eric Dibami, par exemple. Tout à fait. Qui est du côté de Floride. Encore que là, on va en parler, mais en freshman, il y a beaucoup de choses en freshman. Oui. On va en reparler, j'imagine. On va en parler, mais je veux dire, je parle de trajectoire et de parcours en termes de visibilité. Oui. Parce que Florida International, c'est pas une équipe très forte, pas dans une conférence qui n'est pas très forte non plus. Conférence USA. Donc je pense que voilà, pour Eric, on y reviendra encore une fois, mais il peut s'inspirer de ce qu'a fait Allen Moukeba en NCAA. Et ouais, donc 6,5 points, 3,6 rebonds, tout ça à 56% au shoot. Pour un ailier fort, un poste 4, c'est relativement propre. Il sort du banc. Il n'a été que titulaire qu'à 4 reprises sur les 17 matchs qu'il a disputés. Donc voilà, mais je pense aussi que le rôle d'Allen Moukeba cette saison, il est important pour un autre Belge qui est dans cette même équipe universitaire d'Arizona State, c'est Noah Mason, qui est coéquipier, et qui était blessé en début de saison, qui est arrivé depuis Ostend. Donc moi, je l'ai déjà vu évoluer à Ostend. C'est un type de meneur que j'aime beaucoup, aussi plutôt dans la gestion, pas forcément gros scoreur, capable de scorer. À 3 notamment aussi, mais plutôt gestionnaire, plutôt passeur. Et je pense que d'avoir quelqu'un comme Allen c'est un bon mentor. Comment dire, pour le mentorer, tout ça. Ouais, pour mentorer, voilà, exactement. Noah, c'est très bien parce que Noah, en l'occurrence, s'il n'a été titulaire qu'une fois sur les 14 matchs qu'il a disputés, il a un rôle plus important dans la rotation avec 25 minutes. C'est 5,2 points, 2,6 rebonds et 2,1 assists. Et justement, Noah, il va pouvoir continuer à grandir dans cette saison. Parce que si on regarde de manière plus détaillée ses pourcentages sur certains matchs, c'est vraiment pas propre. Je pense surtout dernièrement, il a fait un 0 sur 6 au shoot, il a enchaîné derrière avec un 1 sur 8, puis un 1 sur 6. C'est pas que c'est très aléatoire, c'est surtout que je sais encore une fois, pour l'avoir vu évoluer la saison dernière à Ostend, qu'il est capable d'être beaucoup plus propre que ça. Voilà. Maintenant, Noah, il doit s'habituer aussi au rythme NCAA. Je pense qu'il y a un constat qu'on a déjà fait et qu'on ne cessera de rappeler, c'est qu'il n'y a rien à faire. Le basket américain, que ce soit à l'université, en G-League ou en NBA, c'est plus physique. Ouais. C'est plus physique. Et t'as beau avoir de bonnes menturations, il y a une carrure à avoir. Je veux dire, Noah, il fait 1m90, aux alentours du 1m90, mais il est très skinny. Donc, il y a peut-être... tu vois, on disait dans un épisode précédent que AJ avait profité de son intersaison entre sa saison rookie et sophomore pour s'épaissir physiquement. C'est ce que pas mal de jeunes ou certains de nos jeunes Belges qui ont décidé d'aller en NCAA cette année ont besoin.
tu vois, et donc Noah s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Et donc pour moi, je ne suis pas du tout inquiet de sa saison. Et comme je le disais, je pense que ça ne peut aller que crescendo. Non, mais il a montré des belles choses. Comme tu as dit, moi je disais aléatoire parce que quand je suis un peu, parfois j'ai vraiment des matchs, je me dis, ah ouais, très intéressant, tu vois, genre on va dire, tiens, 5 points, tu vois, comme j'écoute aussi, 5 points, 5 rebonds, et comme 5 à 6, avec des pourcentages ok. Et après, le match d'après, en fait, c'est limite, il n'y a rien, tu vois, genre il a raté, comme tu disais, un tir il a mis qu'un tir sur 9, donc il y a encore un rythme, une régularité à trouver, mais c'est un freshman, comme tu as dit, c'est aussi lié au physique, sûrement le rythme de jeu, donc c'est en devenir, de toute façon, comme tu as dit, tu l'as vu du côté de Stan, donc le talent, tu peux le confirmer, toi qui l'as vu de tes propres yeux. Bah, quand tu es meneur titulaire à 19 ans, normalement, sous l'égide de Dario Gergia, qui est un coach quand même qui en demande pas mal à ses joueurs, quand on connaît le caractère du monsieur, je pense effectivement que ça t'en dit déjà long sur le type de joueur que c'est, quoi. C'est clair. Donc Noah Musson, acolyte dans un autre registre d'Alen Moukeba. Donc voilà, ça à suivre, c'est encore un projet en développement. Allen, juste pour un truc, parce qu'on avait parlé de Matthew Hodge, a priori c'est à suivre, ce sera quoi la suite. Alen Moukeba, a priori ça va être quoi après cette saison, parce que là après il est plus éligible, il pourra plus jouer en college. Non, du tout. Personnellement, moi c'est un profil que je verrais bien revenir à Charleroi pour une première expérience professionnelle, puisqu'il est de là-bas. Maintenant, à voir, ça va surtout dépendre des offres qu'il aura. Je pense que s'il a l'opportunité d'aller jouer plus haut directement que le niveau de la B-Next League, donc le championnat fusionné néerlandais et belge, il doit pas hésiter. Bien sûr. Mais voilà, moi j'aimerais bien, puisque vous le savez, je suis aussi souvent à Charleroi puisque je commente là-bas. Ce serait chouette d'avoir un retour dans sa ville natale et une première expérience à la maison, ouais, exactement. Non, ce serait beau. J'aime bien le petit storytelling, qui ferait bien ça aussi. Mais de toute façon, moi je pense que c'est un joueur qui serait intéressant pour pas mal d'équipes. C'est dans un côté role player. Je pense que il peut fitter dans beaucoup d'effectifs. Ok, Alen Moukeba, Noah Musson, à suivre. Ensuite, on a envie de parler de qui étant donné qu'on a peut-être brièvement mentionné son nom, on peut peut-être partir sur lui, non? Notre ami Eric Dibami. Ouais. Allez, c'est parti. Eric Dibami, il est en freshman, je suis pas fou. Hein. Oui, c'est sa première saison du côté de FIU, les Florida International Panthers. Donc, tu mentionnais, c'est une conférence qui est moins forte sur papier, la conférence USA. Donc, techniquement, il joue des équipes moins fortes que les joueurs qu'on a mentionnés juste avant. Il a commencé en sortie de banc. Ouais, et petit à petit, il a grappillé. Ouais. Et là, il commence vraiment à s'imposer. Il faudrait, parce que là, si tu peux évidemment balancer les moyennes sur la saison, mais il y a vraiment des vrais pics qui te disent, ah ouais, là, il y a quelque chose. Là, il y a un truc. Ouais, alors pour l'instant, donc, ces moyennes sont les suivantes, c'est-à-dire qu'il tourne en 9,3 points, 6,9 rebonds, tout ça à 57%. Solide, hein. Il y a 1,5 blocs par match, très, très ce qui est très très bon, 1,4 steals également. Très, très lourd. Et puis si on va un peu plus dans les logs, effectivement, il y a déjà eu une pointe à 21 points cette saison. Et puis en termes de rebond, son max cette année c'est 12. Mais surtout, et ça on avait dit que ce serait peut-être pas mal d'en reparler, enfin de commencer à en parler, c'est que tu vois sur les derniers matchs, au-delà des minutes qui montent, surtout lui beaucoup plus de régularité dans le jeu aussi. Ouais. Des doubles-doubles qui commencent à s'enchaîner. Là au tout début de l'année, après, le temps de jeu a varié aussi. Janvier, tu vois. Il a enchaîné un 16-10 avec un 15-10. Je pense que 4 jours avant ou une semaine avant, il fait un 12-12. Donc, je veux dire, on est sur un beau bébé qui fait 2 mètres. Il y a des belles highlights, Eric. 2 mètres 8, je crois. 2 mètres 8 ou 2 mètres 9, quelque chose comme ça. Et donc... Ouais. Voilà, c'est pour ça que je disais peut-être s'inspirer du parcours d'Allen, c'est que c'est sa première année, donc rien ne presse, il est encore jeune. Justement. Et donc peut-être que
justement le fait de faire une bonne saison dans une université un peu plus petite, dans une conférence un peu plus petite, ça va attirer l'œil de plus grosses universités. Je peux prendre en comparaison aussi un joueur qui justement vient d'arriver à Charleroi, c'est Enoch Boyachi, qui a fait sa dernière saison l'année dernière à Villanova, mais qui avant était dans des plus petits markets. Je vais utiliser le terme qu'on utilise pour les franchises NBA. Mais donc, tu vois, c'est un parcours, si tu fais plusieurs années, si tu vas au bout, si tu fais tes 4 ans, ça peut être un super tremplin. tes 2-3 premières années, tu peux les faire juste pour t'habituer au rythme, te développer physiquement et commencer à stater progressivement. Et puis, ça te permet, voilà, comme Enoch, en dernière année, d'arriver à Villanova et d'être sur un marché beaucoup, beaucoup plus visible et de bénéficier effectivement de cette mise en lumière. Moi, Eric Dibami, j'ai hâte d'en voir plus en fait, parce que justement ces pointes là, ces double comme ça, c'est des vraies pointes. Plus il y a du highlight où c'est déjà un sacré bestiau, tu vois. En année 1, un bestiau comme ça, je me dis ah oui, rajoute. En fait, c'est sûr qu'il va encore mettre du muscle, donc déjà ça c'est intéressant, mais ce sera plus en fait simplement, tu sais, l'acquisition de nouveau, de connaître son corps, de savoir face à une adversité comment tu peux l'utiliser. Et j'ai très hâte de cela, parce que là déjà il a prouvé qu'il est vraiment capable de dominer, parce qu'à partir du moment où tu prends 12 rebonds, tu mets 15 points avec des bons pourcentages, c'est que c'était difficile d'arrêter, plus les blocs et les interceptions. Donc maintenant, si tu fais ça en freshman sur une demi-année, après avoir commencé sur le banc, oui, moi j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de cliquer sur Dibami, quoi. Absolument, on est d'accord. Eric, t'es chaud, j'ai envie de te dire. J'ai très très hâte de voir la suite. Moi, je sais pas, pour conclure sur lui, je sais pas si tu me rejoindras sur la comparaison, mais il me fait penser un peu à Manimal, Kenneth Farid. Qui était peut-être un peu plus petit, un peu plus stock Kenneth Farid. C'est ça, parce que ça me faisait penser un peu, tu sais, comme il y a l'autre en NBA qui était 6e homme de l'année. Tu vois, c'est ces joueurs qui n'ont pas vraiment de shoot. Côté Clippers, qui était Montrezl. Ah ouais. Voilà, mais je vois le profil. Ouais, je peux le comprendre. Je le trouve encore plus intérieur, parce que c'est... Ouais, non, mais j'entends la comparaison. Je l'entends vraiment. Après, je pense qu'il y a encore des choses à polir, mais non. J'aime bien, pourquoi pas. Mais globalement, bête de joueur, donc à partir du moment où tu peux le comparer à ce genre de joueur, c'est qu'on est sur la bonne voie, je pense. Ouais, je pense aussi, effectivement. Voilà, donc Eric Dibami, très très chaud. J'ai envie de faire une mention, vraiment je laisse le meilleur pour la fin, oui, un certain Tess, on le laisse. Hein. Mais Joe Abungenot, qu'est-ce que tu en penses ? J'aimerais bien avoir ton avis sur Joe. T'as regardé un peu ? Pas grand-chose, parce que Joe, je l'ai aussi vu évoluer en Binex, puisqu'il avait rejoint tout à fait. Limburg United la saison dernière. Très bon meneur, mais le truc, c'est que voilà, il est déjà un peu plus âgé que les joueurs qu'on vient de citer. Il a 22 ou 23 ans, je pense. Donc je pense que Joe est surtout en NCAA pour le cachet qui est offert par le circuit universitaire américain désormais. Lui aussi, il a commencé la saison en mode ré mineur un peu, pas beaucoup de minutes, et puis au fur et à mesure, il s'est installé dans la rotation, ses minutes ont commencé à monter au point de devenir titulaire. Je sais pas si tu as les pourcentages devant toi. Si, 39 et 29 à 3 points. C'est 57% et 57% au lancer franc. Ouais, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a le highlight où c'est passé sur ESPN, il a mis je sais pas, c'était pas un game, je crois que c'est un taille, je pense pas que c'était un game winner, je pense que il a taille de game, tu vois, il a égalisé genre du milieu de terrain, c'était stylé comme highlight, mais globalement quand je vois, généralement j'ai pas toujours l'occasion de voir ces stats, mais de nouveau j'ai dit, c'est en tout cas au vu de là, il n'y a pas que les stats, c'est insuffisant vraiment, je pense pour un joueur comme tu dis déjà avec un entre guillemets un peu plus âgé. Non, il faut plus, notre ami Bugenhout. Est-ce que c'est déjà une marche haute ? Tu vois, le truc, c'est que ce serait un peu triste à dire, parce que pour quelqu'un qui a déjà une expérience professionnelle, tu vois, le fait d'avoir autant de mal face à des jeunes, face à des adolescents, quand tu as eu l'habitude de jouer face à des hommes, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à des hommes, et que tu reviens et que tu joues face à des adolescents, techniquement, tu es censé pouvoir dominer un tout petit peu plus. Ici, c'est pas le cas. Donc, c'est un move que initialement je n'avais pas très bien compris. Maintenant, voilà, je lui souhaite tout le meilleur. Je ne sais pas si il voudra continuer une seconde saison en NCAA, ni si même il le pourra. Donc voilà, en fait, c'est dans
dans la logique de la carrière, j'ai un peu du mal à voir dans quoi à ça saisir vient, dans quelle continuité ça vient dans quoi ça s'inscrire. s'incorpore, oui. Ouais, tout à fait. Voilà. Non, ben voilà. Mais non, mais je te rejoins. En fait, je me posais la question parce que, tu sais, pour avoir vu quelques actions et tout, je me suis dit, OK, voilà. Et je me dis, mais c'est... Voilà, il en faut plus, quoi, tout simplement. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Avant d'en venir à notre ami Tess, qui est nous, la superstar, qui j'oublie, là. On va pas tout... Je vous précise, on va pas faire tous les Belges, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je viens de parler d'un joueur, on vient de parler d'un joueur avec Jovan Buggenhout qui a déjà joué chez les pros et que donc tu es censé dominer quand tu joues avec des ados. C'est le cas de celui que tu viens de mentionner et dont on parlera juste après. Ah oui, oui, le contre-exemple. Ouais, oui, ça c'est très, tout à fait. Parfait. Beaucoup de joueurs, Tom Mark qui propose des choses plutôt intéressantes. Moi, je fais juste un petit SO, je ne sais pas si on veut parler. À qui Tom Mark. Non, il est pas. Voilà, il joue dans une conférence. Il joue dans une conférence un peu plus inférieure, mais il y a des trucs intéressants. Il y a des petites interceptions. J'ai vu des highlights que j'ai vraiment trouvé intéressants. Après, voilà, de nouveau, on vous a dit, on va pas faire tout le monde et on essaye de. On est parti pour 3 heures. Sinon, on est parti sur 3 heures. On vous aime tous, hein, les Belges. On va balancer une petite liste là en screen, mais voilà, les nouveaux, Quentin et Fono, ça joue pas beaucoup. Yarn et Luna, ça joue pas beaucoup. Ça joue pas beaucoup. Sean ça vient d'arriver, mais voilà. ça joue pas beaucoup. Mais avant de parler de Tess, il y a encore 2 grands, je pense qu'il faudra qu'on parle. Et aussi, on parlait du et une vraie déception. Une vraie déception, ouais. D'accord. On va en parler tout de suite. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. Ma déception, c'est Ayuba Bryan Jr. Qui, quand tu regardes le CV chez les jeunes qu'il a déjà eu, parce qu'il était rapidement parti de la Belgique pour faire et continuer sa formation en France, du côté de Bourg-en-Bresse notamment, avec, si je ne me trompe pas, un titre de U21 à la clé, un titre national, plus un titre de finale, de MVP des finales. Quand tu domines autant chez les jeunes, en fait, je trouve ça interpellant, la manière dont ils n'arrivent pas à s'installer dans cette équipe de Temple, d'autant que voilà, on en revient à ces classifications de conférences. Temple est dans une conférence qui n'est pas si compétitive que ça, c'est l'American Conference. Alors on a 3 Belges qui jouent dedans, tu viens de mentionner Yarn et Lunga, et on a un 3e qui lui en l'occurrence fait une bonne saison, on va y arriver. Ouais. Mais donc je voulais mentionner Ayuba parce que voilà, je n'arrive pas à comprendre en fait ce qui justifie T'as une déception sur son profil, sur le choix et ouais, parce que c'est aussi un ailier assez longiligne qui fait 2 mètres 3 là, qui a un bout de assez je dois même marquer 2 mètres 6 assez athlétique, et donc quand tu vois qu'il ne joue que 10 minutes, qu'il a été titulaire qu'une fois, et que donc ces statistiques elles sont faméliques, 2,4 points, 2,1 rebonds, pardon. Ok, 61%. Ça c'est bien. Mais voilà, il faut plus de temps de jeu, et puis surtout sur le temps de jeu qu'on lui donne, normalement, il faut beaucoup plus d'activité, quoi. Ouais, donc moi c'est un profil que je suis depuis pas mal d'années, depuis ces années justement en France, et je trouve que c'est un grand espoir pour le futur de notre équipe nationale. Et là, c'est la première fois que je m'inquiète un peu de l'évolution que sa carrière prend, parce que c'est le premier à-coup, on va dire ça comme ça, dans son évolution, parce que le contraste avec la réussite en France et le développement en France, il est bon. Voilà, je trouve ça... je peux comprendre ta déception, vu moi c'est pas un joueur que j'ai vraiment vu évoluer, mais toi qui l'as vu, en tout cas c'est vrai que quand je vois ses stats, moi j'ai jamais vu encore des stats qui m'ont... j'ai fait ok Ayuba, je dois faire attention à toi, je mets je mets un petit radar sur toi, tout à fait. Je coche, il faut que je fasse attention, c'est pas encore arrivé, donc ce qu'on peut te souhaiter, c'est trouver le temps de jeu et de te donner encore. On n'a pas encore, on t'a pas abandonné, mais on espère que toi-même tu t'es pas abandonné. Let's go, il faut aller chercher ces minutes.
Il faut y aller. Tu voulais venir sur quoi juste derrière j'ai l'impression que tu avais quelque chose. Déjà. Non, mais il y a encore 2 petits Belges avant de mentionner et de terminer par Tace. Tu parles là toujours en NCAA ou tu parles en NCAA, ouais. Ok, il y a, j'imagine, donc deux très grands. Ouais, 2 très grands. Allez, ouais. Parlons de 2 très grands. Xander. Xander Pintelon, ouais, que là encore une fois, j'ai eu le plaisir de voir évoluer puisqu'il était à Charleroi la saison dernière. Mine de rien, Xander, il a 22 ans aussi, je crois. Donc il fait aussi partie de cette génération qui est un tout petit peu plus âgée que ceux qui ont 18, 19 ans et qui font aussi leur première saison en NCAA. Je te confirme juste l'âge de Xander. 23 ans. Il vient d'avoir 23 ans, 10 janvier 2003. Mais c'est quelqu'un qui... quand on regardait déjà son profil avec Bastien la saison dernière à Charleroi, il est professionnel depuis déjà pas mal d'années. Il venait d'Ostende. Alors certes, à Ostende, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu parce que jeune joueur, mais je veux dire, je pense qu'il a fait ses débuts pro à 17 ans. Tu vois, donc ça veut aussi dire quelque chose sur le potentiel. Quand tu regardes, c'est un 4 très longiligne, type Kevin Durant en fait. Bah oui. Type Kevin Durant. Et pour confirmer ce que je vous dis, voilà, pour sa première saison du côté de la Florida Atlantic, c'est 8,4 points, 4,5 rebonds à 44,6% au shot global, mais à 3 points, voilà, c'est 39,2%. Donc c'est un grand très mobile. De mettons 39%, c'est ça. Et qui est capable d'écarter. Preuve que sa technique de shoot est bonne, au lancer franc, c'est plus de 84%. Il y a près d'un bloc par match aussi. Intimidation, c'est. Donc là, encore une fois, je comprends pourquoi il est parti. Je pense que connaissant le gaillard et sa mentalité, c'est quelqu'un de dur au mal, grosse personnalité. Et donc je pense que c'est un défi qui voulait relever au-delà encore une fois de l'aspect financier que peut offrir la NCAA et que ne peuvent pas offrir des clubs belges ou certains clubs européens. Maintenant la question là encore aussi de conférence 5-1, c'est eux qui c'est eux qui lead l'American Conference, donc la grande chance pour lui si le succès continue pour eux de pouvoir décrocher un spot à la March Madness du chemin, non, sait-on jamais, donc voilà, en tout cas s'il continue sur lui et son équipe sur ce chemin là, ça sent bon. La question va être de savoir est-ce que lui aussi, puisque là encore une fois on est de nouveau dans une conférence un peu moins exposée médiatiquement, est-ce que lui aussi va faire une deuxième saison dans une autre université, ou bien c'était juste une pige et puis parce que voilà, encore une fois lui aussi a déjà joué avec des adultes dans le monde pro, ou est-ce que il va revenir en Europe, et s'il revient en Europe, où ça, telle est la question. Voilà, ça c'était pour notre ami Xander. On va enchaîner sur Oscar Guiltet. Gros kiff, moi, Oscar. Il a des bras. Luffy dans One Piece, c'est pareil. C'est fort. Là, on peut, pour revenir sur ses stats directement, c'est 4 points de moyenne, mais c'est pas pour ça. Bon, 60% au shoot, 5 rebonds, voilà les assists, mais 1,2 blocs, 0,7 steals. Lui, c'est vraiment... Il est là pour défendre. Ou je me trompe? Non, et puis surtout, c'est un joueur très propre. Encore une fois, désolé, je reviens beaucoup avec mon expérience personnelle, mais il était à Limburg United la saison dernière. Et on le voit, il prend que 2,5 shots par match. Donc ça veut dire qu'il n'est pas beaucoup servi. Lui aussi, en fait, sa saison, elle se résume de cette manière-là, c'est une montée en puissance. C'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas beaucoup de temps de jeu au début de saison. Puis les minutes ont commencé à arriver. Et puis tout doucement, là, dernièrement, il a commencé à s'installer dans le 5 de base. Il a été titulaire 5 fois sur les 18 matchs disputés. Mais donc, lui, contrairement à pas mal d'autres Belges, c'est un des seuls qui a disputé l'ensemble des matchs depuis le début de la saison avec Stanford, son université. Et donc, qui est dans une conférence tout à fait honorable. Oui, qui est la SEC, là-dessus on parlait. SEC, ouais, tout à fait. Et ce qui caractérise vraiment le plus Oscar, c'est que vous le voyez, malgré le fait qu'il ne soit pas beaucoup servi, c'est un joueur qui est extrêmement propre. C'est un joueur qui est extrêmement propre, et le potentiel et le développement de ce garçon va être très intéressant à suivre, parce que le potentiel justement est très haut. Moi, déjà l'année dernière, alors ça reste encore assez brut, mais je trouve qu'il y a un profil à la Ivica Zubac.
Oui, bien sûr. Moi, je trouve. Encore donc, moi, un homme que t'aimes pas, Rudy Gobert. Oui, pourquoi pas, mais je pense que Oscar a plus de capacité offensive que Rudy Gobert, Parce par que, exemple. je sais pas, est-ce qu'il est aussi mobile qu'un Ivica? Enfin, tu vois, genre, moi, Ouais, je le vois ouais, plus. ouais, ouais, Ah oui? il est assez mobile, Oscar. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que autant l'année dernière, en B-Next League avec Limburg, bon, tu vois, jeune joueur de 18 ans, il était peut-être un peu... comment pas svelte comme il pourrait l'être, comme il l'est maintenant, en fait, grâce au programme Bien sûr. propre aux Américains qui surdéveloppent le potentiel physique. Et donc, c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant de voir Oscar vraiment avec un corps sculpté, parfait, voir ce dont il est capable, continuer à prendre en volume si nécessaire et à s'imposer dans les raquettes NCAA parce que honnêtement, le potentiel est très très gros. Oui. Il faisait partie de ces joueurs, à l'instar de Noah Musen, qui l'été dernier n'était pas avec notre équipe nationale U20 à l'Eurobasket dans les catégories jeunes. Et honnêtement, ça nous a manqué. Ça nous a manqué parce qu'on manquait de taille et lui, de la taille, il en ramène. Et il ramène aussi, comme tu l'as dit, une sérénité défensive notamment parce que c'est... avec notre équipe nationale... J'ai envie de voir l'espace qu'il prend, tu vois. Ouais, en fait, voilà, parce que ici, on a nos joueurs, ces jeunes joueurs-là qui ont déjà une expérience professionnelle et qui sont tout de même partis en NCAA dans ce championnat universitaire américain, dont pour la majorité, la saison va se terminer début mars. Pour d'autres, ça dépendra s'ils sont à la March Madness, jusqu'où ils vont dans cette March Madness. Mais ça veut dire que potentiellement, début de l'été, lorsqu'il y a ce fameux rassemblement pour clôturer la première phase de qualification de la Coupe du Monde, à voir ce que Julien Mahé va vouloir faire, qui va vouloir appeler, est-ce qu'il va vouloir avoir le groupe le plus large possible pour essayer d'inclure des jeunes et voir s'il peut déjà utiliser ces jeunes. Je ne sais pas. Moi, j'espère que oui, mais voilà, je ne suis pas dans... C'est un joueur qui utilise les jeunes beaucoup. En tout cas, il y a... Mais toi, étant en France, tu suis beaucoup Nanterre. Simplement, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas suivi. Maintenant, je suis plus Nanterre maintenant évidemment que Mahé, notre T1. C'est simplement ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a Yemga qui est un gros espoir français. Il tourne à du 8 points de moyenne, mais il a genre 17-18 ans le gamin. Mm-hmm. Et il est très très chaud et il y joue vraiment dans cette équipe de Nanterre qui est dans le top. Je sais pas s'ils sont passés premiers. S'ils sont pas premiers, ils sont dans le top 5 de la LNB. Donc non, il fait confiance aux jeunes. Donc ça peut être un bon espoir qu'ils fassent confiance à ces jeunes. On leur laisse leur chance. Yes, sir. On termine, on met la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, magnifique, évidemment qu'on est obligé de parler de Tess de Reader, bien sûr que vous connaissez bien, passé évidemment par Bilbao, champion de quoi? De la FIBA Europe Cup. Avec Bilbao. C'est très bien ça. Et donc Tess de Reader, joueur confirmé, joueur qu'on connaît, joueur qui nous a manqué évidemment à l'Euro, à notre grande dame. Oh là là, on a souffert. Qu'est-ce que ça aurait fait du bien Tess qui était présent sur pas mal de phases qualificatives. Et Tess qui est parti du côté des Virginia Cavaliers qui joue donc... dans la ACC également, ils se sont affrontés récemment avec Oscar. Avec Oscar, ouais. Et alors, si tu peux nous parler de la saison qu'il nous propose dès le premier match. Ouais, dès le premier match, il a établi un record qu'on n'avait plus vu depuis je ne sais pas combien d'années. Il avait 25 points, attends, il faut qu'on retrouve là. Il met 21 points avec 10 rebonds. Premier match. Premier match, très, très calme. Et puis surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je pense qu'on est à peine à la moitié de la saison de NCAA. Theis a déjà battu le nombre de matchs avec, en double-double, en fait, réalisé sur une saison dans cette université-là. Incroyable. Donc, directement, il a posé les bases. En fait, mais comme le joueur professionnel qu'il est et qui joue avec des enfants. Assume son statut. Totalement. Et c'est un des leaders de cette équipe de Virginia. Ses moyennes sont les suivantes: 16,1 points, 6,2 rebonds, 1,5 assists, un peu moins de blocs et presque un steal par match. Des pourcentages assez propres, 53% au global, 39% à 3 points. Peut-être un petit effort à faire au lancer franc puisqu'il ne marquait que 66% de ses lancers. Moi, je trouve justement que Theis, le démarrage avait été excellent, justement, de ce qu'on pouvait attendre d'un joueur professionnel qui arrive en NCAA et qui retrouve des jeunes joueurs à côté de lui et plus des darons. Et je trouve que
que ce soit forcément une mauvaise chose, parce qu'on le voit à la ligne de stats que je viens de donner, et ça reste quand même des chiffres solides. Il est un petit peu rentré dans le rang. Ouais, j'entends. Il fait ses c'est stats. moins exceptionnel. Ouais, c'est moins. disons. En Et fait, nous, évidemment, on veut. il a mis la barre, très haut. Mais le truc, c'est que j'en avais déjà parlé autour de moi, avec vous peut-être aussi. Theis, il a le gabarit pour être un 3. Ouais. Mais on le faisait déjà beaucoup jouer ici en Europe au poste 4 parce qu'il était un peu, à l'instar de Oscar que je viens de mentionner, il n'était pas très svelte, il était il est un peu chubby. Oui, voilà, exactement. Sauf que là, depuis le début de la saison, c'est vrai qu'il y a depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fondu, ça se voit. Il a gagné en masse musculaire. Moi, du coup, moi je le trouve plus mobile. Ouais, non, mais beaucoup plus la mobile. Mobilité est dingue de ce mec. Il est plus explosif. Et donc, en fait, je pense que Theis, là, pour le coup, lui, c'est celui pour qui l'évolution de carrière est la plus claire. Je pense qu'il a la draft 2026 en ligne de mire. Exactement. Je suis content que tu fasses la transition parfaite parce que tu parlais de Chubby effectivement affiné. Effectivement, là où je l'avais trouvé, ça reste un excellent joueur, où je le trouvais un peu lourd, on va dire, sur ses appuis en phase de qualification de ce que j'ai pu voir. Là, effectivement, on dirait un autre joueur, tellement il a l'air fluide dans ses mouvements. Ouais, les stats sont dingues, comme tu as dit. Bon, c'est un peu moins exceptionnel, mais ça reste exceptionnel. Pour parler de la ACC Virginia, ils ont une défaite dans le derby face à l'autre Virginia Tech. Ils sont 3e derrière Duke et Clemson. Donc voilà, ils n'étaient pas loin de rester une équipe invaincue. Après, il y a les overall, tout ça. Mais voilà, mais ça reste très, très lourd. A priori, ça peut laisser de très bonnes chances pour la March Madness. Ouais, tout à fait. Donc, et puis, mentionner aussi que Virginia, dans les rankings, les derniers rankings qui sont sortis des classements des universités américaines, eh bien c'est la 16e université. Donc Theis devrait figurer. Bénéficie d'une superbe exposition médiatique parce qu'il joue dans une des Power Conference, la ACC. Et 2, parce que son université fait des bons résultats. Et c'est un des joueurs proéminents de cet effectif de Virginia. Donc, honnêtement, Theis, est-ce que c'était étonnant en même temps ? Pas vraiment. On va dire étonnant. On connaît son talent, mais après, évidemment, au vu des joueurs, tu as eu beaucoup de déceptions par rapport à ce que tu avais vu. Là, ça fait quand même... ça fait plaisir, tu vois, de voir ça. Tout ce qui se passe pour lui, tous les signaux sont au vert. Exact. En fait, tout ce qu'on pouvait espérer, NBA. Toutes les cases, elles sont cochées. C'est-à-dire une évolution pour lui au niveau physique, coché. Des bonnes performances et des stats, dans une bonne équipe, coché. Dans une bonne équipe, coché. L'attention médiatique, coché. On n'attend plus que la March Madness et on est d'accord. Là, comme tu as dit, la saison prochaine, il doit se présenter à la draft, notre ami Oussema. Pour moi, ouais. Bien sûr. On sait qu'il s'est présenté et qu'il n'a pas été pick. Mais là, il faut y aller. C'était pas lui, je pense que c'était Vrens à l'époque qui s'était présenté. Ah oui, non, je suis quasi sûr que Theis ou alors il avait pensé, il s'est rétracté, mais je suis quasi sûr que il y a pensé, il s'est rétracté. Pour moi, que c'est peut-être ça. Ne s'est encore jamais présenté. Parce que je me rappelle des visus et tout. Mais son agence. Mais typiquement, je parlais pour je ne sais plus quel joueur un tout petit peu plus tôt, que désormais certains GM et certaines franchises peuvent prêter attention dans le classement d'une draft. À la nationalité d'un joueur par rapport à ce que les compatriotes font déjà dans la ligue. Je pense que Theis, si il se présente, qu'il continue comme ça et qu'il se présente à la draft, il va clairement bénéficier d'une certaine manière, je pense, du rayonnement belge qu'offre Toumani et Jay déjà en NBA. C'est certain. Moi, j'allais dire, en fait, j'avais une comparaison qui est très geek, pas vraiment, mais c'est simplement, tu sais, le côté One Piece. Dans One Piece, il y a Goldie Roger qui dit allez trouver mon trésor. J'ai l'impression que c'est un peu Toumani et Jay, ils ont dit allez-y, les portes sont ouvertes et tous les Belges s'engouffrent. Et moi c'est ça que je ressens en fait avec nos Belges et surtout avec un test, tu vois, c'est des joueurs comme ça, c'est à chaque fois un petit peu plus et on peut espérer un avenir encore plus doré qu'il ne l'est déjà parce qu'on est vraiment dans une superbe époque, superbe d'être belge, de kiffer le basket en ce moment franchement. Donc Nantes clairement évidemment. Parce que lui en l'occurrence, touchons du bois sauf blessure, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que les 2 matchs que devront disputer nos Belgian Lions contre la France et contre la Hongrie début juillet pour clôturer encore une fois cette fin de premier tour de qualification, lui devrait être appelé par Julien Maille. Certainement. Sinon, on ne comprendrait pas s'il n'est pas dispo. Enfin, s'il est dispo, évidemment. Très bien. On conclut sur le volet NCAA. Je pense qu'il nous reste juste à faire peut-être
un petit SO à des jeunes. C'est moi. Continuer, puisqu'on parle déjà de nos jeunes, de nos futurs stars, du futur de notre équipe nationale. Continuer et descendre un peu dans les échelons des catégories underage. On a vite fait mentionner Jayden, dont la saison s'est terminée de manière prématurée. Mais là aussi, en high school, lui, il a quitté le Real Madrid pour arriver aux États-Unis, commencer à s'adapter au jeu américain et évoluer avec des catégories supérieures. C'est Aaron Onaenbo. Bien sûr. Personnellement, sur les bribes de matchs que j'ai vus, et ça confirme ce qu'on avait vu aussi l'été dernier, lorsqu'il était monté d'une catégorie pour jouer avec les U18, jouer avec des gens qui ont 2 ans en plus que lui, ça lui pose aucun problème. C'est quoi ces joueurs-là ? Il est techniquement d'une facilité, c'est effarant. Il a sa place. Très fort défensivement aussi, hein. Sa défense est sous-cotée. On a partagé ses exploits récemment, mais un joueur qui a été poursuivi sa formation du côté de Cholet, c'est Tom Kasongo, qui fait partie des 10 meilleurs marqueurs du championnat U18. Il tourne à près de 20 points de moyenne, 19,3 de mémoire. Donc c'est très très lourd. Et j'avais notamment aussi, parce qu'on a vu des performances passer la tour récemment, Gabriel Deconinck du côté de Radio Ulm dans l'équipe de développement des jeunes. Et un dernier que j'avais en tête, c'est Youssef Zagdoud, avec le Bally Vilvoorde qui joue dans la European Youth League Club, ou je sais plus quoi. Dans le tournoi hivernal, là aussi, il a été monstrueux. Ouais, mais il tourne à 29 points de moyenne. C'est n'importe quoi. Là, les stats, Luka Doncic, on y est. Pendant qu'il J'y suis, attends. Il y est, il balance. Pendant qu'il fait cela, moi simplement, je veux dire un petit SO à Diego Minucci, qui est meilleur passeur de la Pro B, donc espoir. C'est Kiki, je ne sais plus s'il est premier ou deuxième, mais très très chaud, très très bon passeur. Et je vais essayer d'aller voir ces bestiaux en France, vous le savez, je suis de ce côté. Oui. Voilà, juste pour donc clôturer avec les stats de Youssef, c'est 29,4 points, 6,3 rebonds, 4,3 assists, une efficacité de 33,4. Voilà, c'est absolument effarant. Il n'y a pas grand-chose à dire. On l'avait vu avec nos U16. On a déjà hâte d'être l'été prochain pour le voir là lui aussi. Mais lui, on a envie de le voir dans 2-3 ans. Moi, j'ai envie de le voir avec plus de bouteilles. Ouais. À mon avis, avec les lignes statistiques qu'il est en train de sortir, il doit attirer l'œil de certains managers au travers de l'Europe et peut-être même outre-Atlantique, qui sait. Mais voilà, on espère bien que tout continuera à bien aller pour nos jeunes, et on a déjà hâte de les retrouver sous le maillot de l'équipe nationale. Effectivement, je rejoins ce propos magnifique pour clôturer. Puis soit à Terence Kikenboch et à tous les autres qu'on n'a pas mentionnés. Hein. Terence qui a fait le grand pas vers les États-Unis aussi. Je sais pas, en fait, c'est ça. Il y a très très peu d'informations. Il faudra qu'on aille un peu à la pêche, mais ça, de toute façon, vous inquiétez pas, vous il y a d'autres savez, épisodes de cette fameuse séquence belge. Vous retrouverez tout ici sur The Belgian Basket, sur le compte Insta. Merci Alex, c'était, j'ai bien aimé. Je trouvais ça très aussi sympa. Franchement, c'était un kiff de parler de nos Belges en NCAA et les petits genoux qui arrivent derrière. C'est notre avenir. Ouais, tout à fait. Très très proche, même, ça arrive fort. Merci à vous qui avez suivi cet épisode. On vous embrasse. N'hésitez pas à faire des retours. On vous embrasse toujours, bien sûr, affectueusement. N'hésitez pas à faire des retours, à nous dire si on a oublié des gens, etc. On pense à tout le monde. On ne pouvait pas parler de tout le monde, vous en doutez bien. On est content que le basket belge avance grâce à ces pionniers, grâce à ces nouveaux jeunes, ces plus expérimentés, ces différents parcours. Tout ce prisme de basket belge, c'est magnifique. C'est clair que la Belgique qui gagne. C'est la Belgique qui gagne. L'explosion de jeunes talents au plus haut niveau, quel qu'il soit en Europe ou aux États-Unis, permet de peut-être enfin mobiliser des choses pour améliorer les structures présentes ici en Belgique. Exactement, un petit effet papillon, ça arrive fort. Merci encore une fois, et simplement, merci Alex une dernière fois. Avec grand plaisir, mon Mélo. Et on se retrouve très vite sur The Belgian Basket. Ciao tout le monde. Très bien.